Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Oh, sors-moi d'ici. Dis-leur de me libérer. Je promets que j'épouserai qui vous voudrez. Je ne déshonorerai plus la famille. Laisse-moi juste sortir d'ici. Laisse-moi juste. Laisse-moi juste. Pardonne-moi. Sors-moi d'ici, s'il te plaît. Tu es sûr que tu vas obéir aux règles de la famille? Je vais obéir. Passe le téléphone à Darshan pour que je puisse lui parler. Elle veut te parler. L'affaire d'aujourd'hui s'est déroulée simultanément au Canada et en Inde. Elle implique ce que beaucoup connaissent sous le nom d'actes commis au nom de l'honneur. Une jeune fille nommée Jassi, héritière d'une famille très riche et puissante, est tombée amoureuse de Mitu, un homme d'un statut financier bien inférieur. Cela n'a pas été bien vu par sa famille, qui a fini par organiser un plan d'exécution, qui malheureusement s'est terminé en tragédie. Bonjour les mystérieux, bienvenue dans le dossier mystère. Mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle affaire est publiée. N'oubliez pas de laisser votre like et votre commentaire. Ce sont des actions simples, mais qui aident beaucoup à la croissance de cette chaîne. Script adapté de la chaîne Gisèle Yildiz, qui traite d'affaires résolues et où Gisèle vit en Turquie. Elle se consacre à présenter des affaires qui traitent d'actes d'honneur, comme celle-ci que je vous présente aujourd'hui. Le lien de sa chaîne se trouve ici, dans la description. Les messages sont transmis. Passons à l'affaire du jour. Jaswinder Kaur Sidhu, plus connu sous le nom de Jassi, est né le 4 août 1975 à Maple Ridge, au Canada. Mais même si elle est née là-bas, sa famille est entièrement indienne. Ils sont très riches, et quand je dis très riches, je veux dire vraiment très riches. Pour vous donner une idée, la famille vivait légalement dans le pays grâce à un visa obtenu par un apport d'investissement. Autrement dit, sa famille a apporté beaucoup d'argent de l'Inde au Canada et grâce à cela, ils ont eu le droit de résider légalement dans le pays. Au début des années 70, l'oncle de Jassi, Sajid Singh Badesha, a acheté une ferme où il cultivait des bleuets ou myrtilles, comme on les appelle aussi au Brésil. Cet achat lui a donné le droit de résider légalement dans le pays, car il avait apporté beaucoup d'argent de l'étranger. Alors il a obtenu son premier visa de résident. La ferme exportait au Canada et aux États-Unis, ce qui lui rapportait un bénéfice élevé. La demande de travail augmentait de plus en plus, et il a commencé à faire venir beaucoup de gens d'Inde, surtout sa famille, pour travailler légalement là-bas. Lors de l'une de ses arrivées, sa sœur Malkit Kaur Sidhu est venue avec son mari, et c'est ainsi qu'en 1975, Jassi est née. La famille vivait dans une maison qui ressemblait à ces maisons jumelées où vivaient eux des oncles, des tantes et des cousins. Et même s'ils étaient au Canada, un pays où les femmes sont plus indépendantes, les coutumes indiennes de la famille étaient suivies à la lettre. Dans cette situation de tradition indienne, Badesha est devenu le chef de toute cette famille, surtout de la famille de Jassi, pour deux raisons. D'abord, c'est grâce à lui que tout le monde avait un emploi et vivait dans un pays considéré comme le premier monde. Et deuxièmement, le père de Jassi a été diagnostiqué schizophrène alors qu'elle était encore très jeune. Donc il a fini par devenir cette figure patriarcale. De plus, il était aussi le chef d'un temple religieux à Maple Ridge. C'est-à-dire Badesha était un homme très riche, puissant et par conséquent respecté. En raison des traditions familiales, Jassi ne pouvait pas sortir seule dans des discothèques, des bars, et elle sortait rarement pour des fêtes. Et quand cela arrivait, il y avait toujours un homme de la famille pour l'accompagner. Badesha fixait aussi toutes les règles, et surtout c'était lui qui organisait les mariages des femmes de la famille. Donc, vous pouvez déjà comprendre que la vie de ces femmes, surtout celle de Jassi, puisque c'est d'elle que nous parlons ici en particulier, n'allait pas être facile parce qu'elle était prise entre deux cultures. À l'intérieur de la maison, c'était la tradition familiale indienne, mais dehors, c'était le mode de vie indépendant que le Canada offrait déjà. En décembre 1994, à 19 ans, Jassi et sa famille sont allés une fois de plus en Inde. Ils ont passé quelques mois à rendre visite à la famille, aux amis et à revoir le village natal de sa mère.
Et lors de ce voyage, elle a rencontré un jeune homme appelé Sukhinder Singh Sidhu, plus connu sous le nom de Mitu. Il avait à peu près le même âge que Jassi, et ce fut le coup de foudre. Mais il y avait un très gros problème qui rendrait leur relation difficile et compliquée. Mitu venait d'une famille pauvre. Pour vous donner une idée, il était conducteur de rickshaw, ces mototaxis où 2 ou 3 personnes peuvent monter à l'arrière. Il existe des versions motorisées et manuelles avec des vélos ou même sans roues à l'avant, car c'est la personne elle-même qui tire les passagers avec la force de son corps. Les deux ont donc continué à se voir en cachette jusqu'à ce que le moment arrive où toute la famille devait retourner au Canada. MeToo, bien sûr, reste. La distance aurait pu faire passer cette passion, mais en réalité, elle n'a fait que grandir pour les deux, qui dans les années suivantes ont continué à communiquer par téléphone et par lettres. Cela a duré environ 4 ans et pendant cette période, Badesha avait déjà commencé à prendre des contacts pour marier sa nièce qui avait déjà environ 22-23 ans et qui, de leur point de vue, devenait trop vieille pour se marier. L'oncle cherchait un homme indien qui vivait au Canada et il a même trouvé un prétendant. Sauf que cet homme avait 60 ans, soit pratiquement 40 ans de plus que Jassi. Cet homme a été choisi par Badesha parce qu'il était l'un de ses partenaires d'affaires et unir les familles allait augmenter leur influence financière. Autrement dit, la tradition qu'il suivait là n'était pas de trouver quelqu'un pour qu'elle soit heureuse, mais simplement d'en tirer un bénéfice financier. À l'annonce du mariage, Jassi a refusé, disant qu'elle ne pouvait pas accepter cela, et que, si vraiment elle ne pouvait pas choisir son partenaire idéal et que cette tradition devait vraiment être suivie. Qu'au moins, ils essayant de trouver quelqu'un de son âge là-bas en Inde, peut-être dans le village où sa mère était née. Mais au fond, ce que Jassi voulait vraiment, c'était retrouver son véritable amour. Début 1999, à 24 ans, Jassi retourne en Inde avec sa mère et son oncle. Là-bas, ils commencent le processus de recherche de prétendants. Mais en même temps, elle et Mitu se voyaient déjà en secret à nouveau. Jassi, sa mère et son oncle logeaient chez l'une de leurs sœurs, la tante de Jassi, et cette même tante a fini par découvrir la romance entre eux deux. Mais par chance, cette tante n'aimait pas cette tradition familiale. Et au lieu de prévenir ses frères de cette découverte, elle a fini par aider le couple. Cette femme a commencé à mettre de temps en temps des sédatifs dans le dîner des membres de la famille pour que, ainsi, lorsque tout le monde dormait, Mitu puisse venir et rencontrer secrètement sa bien-aimée. Le processus pour trouver quelqu'un pour Jassi en Inde ne se passait pas bien, parce que Badesha voulait d'une certaine manière cet avantage financier pour la famille. Et du fait qu'il vivait au Canada, cela rendait très difficile de trouver le partenaire idéal. Il a donc décidé de retourner au Canada et qu'il devrait accepter d'épouser quelqu'un là-bas. Quelques jours avant leur retour, Jassi a dit à sa mère que, pour sa dernière nuit en Inde, elle voulait dormir chez une amie qui habitait près du village, et sa mère a fini par accepter. En fait, son plan était de passer une dernière nuit avec Mitu. Et pas seulement pour se dire au revoir, mais aussi pour mettre en pratique quelque chose qu'il planifiait depuis longtemps, se marier. La cérémonie a eu lieu le 15 mars 1999, en présence seulement de Jassi et Mitu, de 2 amis du couple, de quelques rares autres témoins, et tout s'est bien passé. Après le mariage, ils sont partis en lune de miel, qui n'a duré qu'une nuit, puisque le lendemain, c'était le jour du retour de Jassi au Canada. Tout cela faisait partie du plan, car là-bas, sans rien dire à personne, ils allaient déposer les papiers pour le visa canadien de Mitu, afin que plus tard, tous les deux puissent vivre au Canada, loin de cette famille qui, dans ses racines, avait des traditions qui la plaçaient dans une position d'objet. Mais malheureusement, ce conte de fées n'était que le début d'un terrible cauchemar. Au Canada, Jassi a déjà engagé un avocat pour préparer les papiers du visa. Mais on ne sait pas comment le mariage, qui devait rester totalement secret, n'est pas resté confidentiel très longtemps.
Quelques mois plus tard, au début de l'an 2000, la rumeur selon laquelle le roturier s'était marié avec la princesse millionnaire ne cessait de circuler dans les rues de la ville de la famille de Jassi, là-bas en Inde. Le mariage des deux était vu par ses conservateurs comme une honte pour la famille. Cette situation était une question d'honneur qui devait être résolue. Et ainsi, quelqu'un a décidé d'appeler sa mère au Canada et de lui raconter ce qui se passait. Lorsque Malkit a appris que sa fille s'était mariée en secret avec un homme pauvre en Inde, elle est devenue extrêmement en colère et a enfermé Jassi dans sa chambre. Elle l'a empêché de sortir travailler et l'a privé de nourriture plusieurs jours. Certaines personnes affirment même qu'elle a été battue à plusieurs reprises par sa mère et son oncle. Badesha, quant à lui, est retourné en Inde pour déposer une plainte, affirmant que sa nièce avait été forcée de se marier. Il a inventé une histoire selon laquelle Mitu aurait pointé une arme sur Jassi, l'aurait forcé à signer les papiers du mariage afin qu'il puisse ainsi soutirer de l'argent à la famille. Et à cause de cela, cette union devait être annulée. La police indienne a effectivement enregistré cette plainte et a poursuivi Mitu pour tenter de l'arrêter pour fraude. Le pouvoir que Badesha avait été si grand que sa seule parole valait comme preuve. Alors que ces policiers auraient dû, au minimum, enquêter sur l'affaire. Il suffisait de voir les photos du mariage pour constater qu'ils étaient heureux, qu'il n'y avait aucune arme impliquée, et il y avait aussi des témoins qui pouvaient attester que ce mariage forcé n'a jamais existé. La police et Badesha se rendent alors chez Mitu, et par chance, il n'était pas là. Badesha a offert de l'argent à sa mère pour qu'elle convainque son fils d'annuler le mariage, mais elle a refusé. Ensuite, ils sont allés sur le lieu de travail de Mitu, ont cherché parmi plusieurs de ses amis, mais ils ne l'ont pas trouvé. Mitu, en réalité, se cachait parce qu'il avait appris que la famille de Jassi avait tout découvert et il savait que, d'une manière ou d'une autre, il était en danger. Au même moment, Jassi est là, enfermée dans la chambre, mais elle a réussi à contacter la police. On ne sait pas exactement comment, mais ils sont allés chez elle et ont réussi à la faire sortir de la chambre. Elsa a rapidement fait une valise et a quitté la maison pour se cacher chez l'une de ses amies. Une fois libre, elle parvient à parler avec Mitu et découvre que la police est à sa recherche. Elle écrit alors une lettre de sa propre main, la signe et l'envoie par fax en Inde. Dans cette lettre, elle explique que ce que sa famille a dit est un mensonge, que le mariage a été fait par amour. Il n'y avait rien de forcé, et qu'il devrait arrêter de chercher Mitu, parce qu'en réalité, il était une victime de cette situation. Sauf que ce fax n'est jamais arrivé, ou dans ce cas il est arrivé puis a disparu, peut-être à cause de l'influence de l'oncle. Ce que l'on sait, c'est que rien n'a changé et Mitu était toujours recherché. Les plans du couple ont donc dû changer à la dernière minute. Comme il ne pouvait pas aller au Canada, elle a décidé de retourner en Inde et de rester avec Mitu pendant que ce problème de visa était résolu. Le 7 avril 2000, elle arrive en Inde et est accueillie à l'aéroport par son mari et quelques amis du couple. Bien qu'elle soit très fatiguée, on peut voir sur les photos que c'était un moment de pure joie. Quelques jours plus tard, Jassi s'est rendu au commissariat avec un avocat et a réexpliqué la situation. Ils prouvent que le mariage était réel et ainsi, ils parviennent à retirer toutes les plaintes contre Mitu. Légalement, la situation était résolue, mais l'honneur de la famille était quelque chose qu'ils savaient ne pouvait pas être réparé. Et à cause de cela, même s'ils étaient ensemble, ils devaient rester cachés jusqu'à ce que le visa canadien de Mitu soit délivré. Badesha, sans soutien policier ni piste sur la localisation des deux, a choisi de rentrer au Canada. Encore une fois, les rumeurs vont bon train, et sa famille découvre où ils se trouvaient tous les deux. Badesha contacte alors un de ses contacts en Inde, un homme appelé Darshan Singh Sidhu, qui est en fait le père de son gendre. C'est-à-dire que Badesha a une fille point mariée, et que cet homme qui l'a appelé est le beau-père de sa fille. Et ce contact qu'il a eu avait pour but de mettre un terme à cette affaire, ordonner l'exécution de Jassi et Mitu. Dans la nuit du 8 juin 2000, seulement 2 mois après l'arrivée de Jassi en Inde,
elle et Mitu étaient sur un scooter rentrant à l'endroit où ils vivaient. Et alors qu'ils passaient par un tronçon de route peu fréquenté, le couple a été soudainement abordé de manière très inattendue par une moto qui les suivait et par une voiture qui se trouvait devant eux. Lorsque la moto derrière eux a tenté de les dépasser, le passager a poussé le couple hors de la route, les faisant tomber dans une zone boisée pratiquement sombre. 5 hommes sont sortis du véhicule. Et ces 7 personnes, armées de couteaux, de pierres et même d'une épée, ont commencé à suivre les ordres de Badesha. Ils ont retenu Jassi et l'ont forcé à regarder tout ce qui arrivait à Mitu. Une fois leur besogne terminée, lorsqu'ils furent certains qu'ils ne bougeaient plus, les hommes l'ont mise dans la voiture et l'ont emmenée dans une maison située dans une ferme très éloignée de là, pratiquement au milieu de nulle part. Dans cette maison, cela ne servait à rien de demander de l'aide ou de crier. Personne ne l'entendrait. Badesha et Malkit attendaient simplement l'appel confirmant cette exécution. Il existe quelques témoignages concernant cet appel. J'ai même recréé cet appel avec les voix de l'archive mystère. Mais cet audio était très fort et il provoquait la démonétisation de la vidéo. Donc l'audio de cet appel simulé est à part dans un lien que j'ai laissé ici dans la description, où vous pouvez aussi cliquer ici sur la fiche. Et je vous recommande vivement d'écouter cet appel pour pouvoir comprendre ce qui va se passer ensuite. C'est cette nuit-là que tous les rêves de Jassi ont pris fin. Elle a été retrouvée sans vie le lendemain matin sur la route près de cet endroit par un habitant de la région. Mitu a également été retrouvé, mais dès la nuit précédente et malgré toutes ces terribles blessures, il était en vie. Mitu a été transporté d'urgence à l'hôpital et il est resté plusieurs semaines en soins intensifs. Pendant que les médecins faisaient vraiment tout pour sauver sa vie, la police a commencé à enquêter sur le crime. Dans ce cas, une autre équipe, pas celle achetée par la famille de Jassi, et ils ont fini par retrouver assez rapidement la voiture utilisée pour l'enlèvement. Cette voiture avait la banquette arrière découpée. Il manquait un énorme morceau, mais les officiers ont remarqué des taches rougeâtres à certains endroits. L'analyse acide désoxyribonucléique a confirmé que ces taches appartenaient à Jassi, et en plus, dans cette même voiture, tous les ustensiles utilisés lors du crime ont été retrouvés. Il n'a pas fallu longtemps pour que tous les responsables soient retrouvés. Ils s'appelaient Anil Kumar, Akshawani Kumar, Gurcharan Singh, Hardev Singh, Govinder Singh, Jodinder Singh et Darshan Singh, Darshan étant le chef du gang. Et retiens bien ce nom, car il y a encore beaucoup de choses à raconter sur lui ici. La plupart d'entre eux ont avoué comment tout s'est passé. C'est pour cela qu'on connaît tous les détails du moment des faits. Et c'est aussi pour cette raison que la police a découvert que ce crime avait été commandité et que l'ordre venait de l'autre côté de la planète, par l'oncle Badesha et par la mère Malkit. Les relevés des appels téléphoniques entre les personnes en Inde et la famille au Canada ont révélé 147 appels. 147. Un mois après le crime, Mitu, qui était à l'hôpital, a reçu son congé et est rentré chez lui. La nuit suivante, sa maison a été envahie par plusieurs hommes qui sont entrés en tirant partout, détruisant tout dans la maison. Mais par chance, il n'y avait personne là-bas. En fait, Mitu savait le danger qu'il courait et, le même jour où il est sorti de l'hôpital, il est juste passé chez lui pour prendre quelques affaires et lui et sa mère se sont enfuis. Vous savez que je n'ai pas l'habitude de donner des spoilers ici, mais je dois dire une chose. La souffrance dans la vie de Mitu ne va pas s'arrêter là. À cette époque, les médias se sont impliqués dans l'affaire et ont fini par jouer un rôle très important. Le Fifth Estate a réalisé un très bon documentaire. En fait, ils en ont fait 3. J'expliquerai plus tard pourquoi il y en a eu 3. Mais le premier est sorti à peu près à l'époque où se déroulait le procès des 7 accusés. Le documentaire s'appelle « Le meurtre de la mariée Jassi Sidhu » et il est sorti en 2001. Les journalistes étaient indignés parce qu'au Canada, l'oncle et la mère restaient tout simplement libres. Le problème, c'était que tous les deux étaient recherchés par la police indienne, mais pas par celle du Canada.
Il semble que le Canada ait refusé d'enquêter sur l'affaire parce que le crime s'est produit en dehors de leur juridiction. Mais le fait est que l'ordre est venu du territoire canadien. Ils devaient enquêter là-dessus, mais ils ne l'ont pas fait. Ce n'est qu'après la sortie du documentaire et le retentissement que cela a provoqué qu'ils ont réagi et ont commencé à mieux comprendre cette situation. Ainsi, Badesha et Malkit ont été arrêtés en attendant leur procès. En 2005, en Inde, les 7 accusés ont été jugés et tous condamnés à la prison à perpétuité. Mais quelques années ont passé et l'Inde a demandé au Canada l'extradition de Badesha et Malkit, afin qu'ils puissent être jugés en Inde. Parce que la date du procès au Canada n'était jamais fixée, peut-être parce que Badesha était un homme puissant là-bas, cette procédure traînait en longueur et il y a eu des années et des années de demandes d'extradition, toutes refusées. C'est alors que The Fifth State a décidé de réaliser un deuxième documentaire, très investigatif, cette fois intitulé « Échapper à la justice ». Il a été diffusé en 2012, et ils ont révélé au public cette situation des refus d'extradition, ainsi que d'autres informations sur Darshan et MeToo, qui sont vraiment stupéfiantes. Tout d'abord, Darshan, le chef du gang condamné à la prison à vie en 2005, était en train de sortir de prison parce qu'il avait obtenu le droit à la liberté conditionnelle. En 2007, il demandait un visa pour le Canada. Ce visa a été approuvé et ainsi il a fait 2 voyages dans le pays. Bien sûr, il a menti en remplissant le formulaire d'immigration, mais on ne comprend pas quelle est cette liberté conditionnelle où un condamné est libéré pour faire des voyages internationaux. Le premier voyage n'a duré que 4 jours, en mai 2008, le second 16 jours, de janvier à février 2009. Mais les choses étranges ne s'arrêtent pas là, car entre 2009 et 2010, Darshan a réussi à payer une caution et à devenir officiellement un homme libre. Après cela, il a de nouveau effectué d'autres voyages au Canada. L'un de 3 mois, entre septembre 2010 et janvier 2011, et le dernier d'environ 10 mois, qui a eu lieu de février à novembre 2011. La deuxième chose que le documentaire a présentée, c'est la situation de MeToo. Ils l'ont retrouvé, tu sais où ? En prison, MeToo était incarcéré, accusé d'avoir abusé d'une femme. Mais il disait que cette accusation était fausse. Alors, avec la sortie de ce documentaire, Darshan a disparu. Il a commencé à être recherché par d'autres autorités en Inde pour essayer de le remettre en prison. Mais il s'est très bien caché, personne n'arrivait à le retrouver, quoi qu'il arrive. Et en ce qui concerne MeToo, son cas a été examiné et il a été découvert qu'en réalité, il était innocent. La femme a avoué qu'elle avait été payée par la famille de Jassi pour inventer cette histoire. Donc MeToo a été libéré et cette femme a été arrêtée. MeToo était en prison depuis 4 ans. Et c'est seulement grâce au documentaire que son affaire a été réexaminée. Après que l'affaire ait refait surface en 2012, un site appelé justiceforassi.com a été créé pour recueillir des signatures afin que Badesha et Malkit aient une date fixée pour leur procès. Un livre nommé Justice pour Jassi a aussi été publié. Personne ne mérite d'être tué par amour. Alors, ce deuxième documentaire, ce site, le livre, le mouvement médiatique, ont fini par faire avancer l'affaire. Et ainsi, en mai 2014, finalement, Badesha et Malkit ont reçu l'ordre d'extradition pour être jugés en Inde. Mais il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a beaucoup d'avocats. Et cette procédure d'extradition a été repoussée pendant 5 ans. Juste pour vous donner une idée, en mai 2014, l'ordre d'extradition a été émis, mais en août 2016, cet ordre a été annulé. Puis, le 8 septembre 2017, un nouvel ordre a été émis. Et cette fois, ils sont même allés jusqu'à embarquer. Mais le 21, lorsqu'ils sont descendus de l'avion à Toronto pour la correspondance internationale, ils ont été interceptés et empêchés de quitter le pays. Parce que l'ordre a de nouveau été annulé. Alors, en décembre 2018, un nouvel ordre a été émis. Et puis, en janvier 2019, ils ont voyagé et sont enfin arrivés en Inde. C'est-à-dire, presque 20 ans après le crime, ils sont arrivés dans leur pays d'origine pour encore attendre leur procès.
En 2019, le 5e État a lancé le 3e documentaire, Justice pour Jassy. Il apportait une nouvelle information sur MeToo. Il avait de nouveau été arrêté, mais il avait déjà été libéré. Cette fois, il avait été accusé de possession de substances illicites. Mais tout cela, encore une fois, était un coup monté. Il avait engagé un avocat qui a réussi à régler cette situation très rapidement. La situation actuelle de l'affaire est la suivante. Sur les 7 accusés d'avoir commis le crime, 6 purgeant une peine de prison à perpétuité. Mais Darshan est en liberté et introuvable. Padesha et Malkit sont en Inde, attendant toujours la date de leur procès. Mais en mars 2022, Padesha a obtenu le droit d'attendre son procès en liberté grâce à une loi sur les personnes âgées qui existe dans le pays. Autrement dit, la mère de Jassy est en prison et l'oncle est libre. Quant à MeToo, il vit pratiquement dans la peur que quelque chose se reproduise. Il ne s'est même pas marié jusqu'à aujourd'hui. Il dit que Jassy a été, oui, son premier et unique amour de sa vie, et qu'il va se battre jusqu'au bout pour que justice soit faite. Dans les documentaires, on perçoit clairement son émotion et son visage marqué par la vie en évoquant ce sujet. Mais il est là, debout, demandant à tous d'écouter son histoire, d'en parler, pour que cette affaire ne soit jamais oubliée. C'est une affaire d'actes au nom de l'honneur, mais ces actes n'ont rien à voir avec la religion, c'est une question de tradition qui survit depuis des centaines d'années. Et beaucoup de pays n'acceptent plus ce genre de comportement. Il est possible de comprendre, pas d'accepter, ne vous méprenez pas. Il est possible de comprendre qu'il existe encore des personnes qui croient que tuer leur fille parce qu'elle était tombée amoureuse et s'est mariée avec quelqu'un que la famille n'approuve pas, c'est laver l'honneur. Mais on ne peut en aucun cas nier que cela aussi est en fait un acte cruel et criminel.